À 6h30, un MiG-29 ukrainien filait à vive allure au-dessus de Donetsk à 150 mètres du sol. Il se dirigeait vers le barrage de Myrivka, transformé en axe logistique majeur pour les forces russes. Bien que le pilote ait réussi à utiliser le terrain pour rester masqué jusqu'à présent, tout allait changer en quelques minutes. Le pilote ignorait qu'il était déjà repéré par 3 systèmes radars russes distincts. Le radar Gravestone d'un Squatre 100 l'avait verrouillé à 38 km. Un système Tour M2 le suivait depuis le sud, et un Buk M3 était en préchauffage à l'est. Cette couverture antimissile se chevauchant suffisait à transformer n'importe quel appareil en confetti d'aluminium. Le regard du pilote était fixé sur les images de reconnaissance qui s'affichaient sur son écran. Le barrage de Myulabivka était devenu une voie express pour les camions de ravitaillement russes souvent conduits par des civils ukrainiens. Pour éviter les pertes civiles, la frappe devait avoir lieu immédiatement. Le MiG-29 longeait la vallée de la rivière Dnepro, exploitant la dépression naturelle du terrain pour masquer son approche. Volant à 880 km/h, à seulement 150 mètres d'altitude, il bénéficiait d'un avantage crucial. Tant qu'il restait dans la vallée, les collines bloquaient les ondes radar. Cette protection prendrait fin dans 8 minutes, lorsque la vallée s'ouvrirait sur une plaine dégagée. Après cela, les 8 derniers kilomètres vers la cible seraient en pleine exposition. C'est ce que les pilotes appellent le champ de tir de Shooting Gallery. À travers l'affichage tête haute HUD, le terrain défilait à 236 mètres par seconde. Les lignes électriques apparaissaient et disparaissaient plus vite que la conscience ne pouvait les traiter. Le pilote volait à l'instinct et par mémoire musculaire ses mains, effectuant des corrections avant même que son cerveau n'en saisisse le besoin. Ce n'était plus du vol, mais une chute contrôlée et stylisée. Le récepteur d'alerte radar SPO-15 du MiG affichait les menaces sur son écran circulaire, tel un compas particulièrement irrité. Chaque impulsion indiquait la direction mais pas la distance. C'est comme savoir que quelqu'un vous crie dessus sans savoir s'il est juste devant ou dans la pièce voisine. Le pilote décomptait la fréquence de répétition des impulsions électromagnétiques. Le Squatre 100 au nord-est effectuait des balayages lents et paresseux. 3 secondes signifiaient environ 60 km, l'ennemi était toujours en recherche. Une seconde signifiait 20 km et le tir était probablement imminent. Il recevait à présent une attention électromagnétique évaluée à 2 secondes et demie. Assez proche pour être préoccupant mais assez loin pour avoir des options. Ce calcul dicta sa prochaine décision, rester à basse altitude pour 8 minutes supplémentaires. Pendant que le pilote réfléchissait, la bombe amère fixée sous le ventre effectuait des diagnostics toutes les 5 secondes. Signal GPS puissant, 12 satellites accrochés. Alignement INS stable, moteur fusée armée. La bombe nécessitait des conditions spécifiques pour atteindre la cible, condition que le pilote n'avait pas à 150 mètres d'altitude. Mais s'en soucier maintenant était comme s'inquiéter du dessert pendant que la maison brûle. Il fallait d'abord survivre à l'approche, puis trouver comment délivrer une arme d'250 000 € avec un jet soviétique antérieur à Internet. Pour compliquer les choses, la jauge indiquait 2400 kg de carburant restant. Le trajet aller-retour faisait 142 km. Avec sa consommation actuelle, cela lui laissait 18 minutes au-dessus de la zone cible avant de devoir rentrer à pied. Chaque manœuvre évasive ou chaque utilisation de la post-combustion grignoterait cette marge. Les moteurs RD-33 sont extrêmement gourmands à basse altitude. À 8 km de la limite de la vallée, il restait 8 km de sécurité avant d'entrer dans ce que les pilotes appellent le champ de tir. Le drone de surveillance n'indiquait aucun mouvement de véhicule sur le barrage, aucun hélicoptère ou chasseur n'avait encore été envoyé. Le pilote poussa légèrement les manettes, accélérant à 880 km/h. Chaque seconde gagnée maintenant était une seconde de moins passée sous le feu ennemi. À 6h38, le pilote atteignit la limite de la vallée et comprit la pleine signification de la couverture radar. Le SPO-15 passa d'un balayage nonchalant à un bruit comparable à celui d'une cuisine professionnelle à l'heure du déjeuner. 6 émetteurs différents atteignirent soudainement leur intensité maximale. Le Squatre 100, qui était en recherche passive, s'activa immédiatement. Son faisceau passa d'un large balayage de projecteurs à celui d'un laser focalisé.
En une demi-seconde, le pilote passa de l'invisibilité à la pleine lumière. Le radar Gravestone du Squatre 100 l'avait verrouillé à 38 km. Le signal de verrouillage dans son casque passa de gazouillis intermittents à un hurlement continu signifiant un tir de missile imminent. Le MiG était en difficulté, le récepteur SPO-15 détectait l'énergie radar le frappant. Lorsqu'un radar balaye l'appareil lentement, vous êtes en recherche. Le SPO-15 émet des bips lents lorsque le même radar frappe l'avion plusieurs fois par seconde et reste concentré, vous êtes en poursuite. Les bips s'accélèrent. Lorsque le radar se verrouille pour une solution de tir, il frappe l'appareil en continu avec un faisceau étroit et focalisé qui ne lâche plus la cible. C'est là que le hurlement continu retentit, signifiant que les missiles sont probablement à quelques secondes du lancement. Le SPO-15 hurlait qu'un Squatre 100 venait de le verrouiller. Bien que l'enveloppe d'engagement du missile 48N6 du Squatre 100 soit de 400 km, le relief réduisait cette portée à environ 40 km à basse altitude. Il était à 38 km. Le calcul était simple, il était déjà à portée. Les opérateurs russes avaient besoin de 8 secondes pour passer de la détection au lancement. Le pilote avait 8 secondes pour rompre le verrouillage ou être touché par un missile. Il engagea un virage sur la tranche Knife Edge Turn, encaissant 7G, tout en maintenant son altitude. Cette manœuvre plaçait son vecteur vitesse perpendiculairement au faisceau radar Doppler. Un radar Doppler fonctionne en détectant le décalage de fréquence des objets en mouvement. En ne se déplaçant ni vers ni loin du radar, l'appareil présentait la même vitesse relative que le sol. Ceci créait une vitesse radiale nulle. Le radar ne pouvait littéralement plus faire la distinction entre l'avion et le terrain survolé. Le verrouillage fut rompu, mais la manœuvre lui coûta vitesse et position. De plus, tout le monde savait désormais où il se trouvait. Soudain, un Tourmet 2 s'activa à 8 km au sud, suffisamment proche pour que le pilote puisse probablement apercevoir le véhicule. Le tour était différent du Squatre 100. Il utilisait le guidage par commande au lieu de l'autoguidage radar actif. Le missile n'avait pas son propre autodirecteur. Le radar terrestre suivait la cible et le missile envoyant des corrections de trajectoire toutes les 0,1 secondes. Ceci le rendait presque impossible à brouiller. Le seul moyen de le vaincre était de rompre le verrouillage radar terrestre ou de sortir de ses limites de poursuite. Le pilote vira brusquement à gauche et plongea, passant de 150 à 50 mètres en 2 secondes. Les arbres défilaient sous la verrière. Pendant qu'il plongeait, sa main gauche trouva le panneau des contre-mesures. Il actionna 2 fois le distributeur de chaff. 120 paquets de fibres de verre recouvertes d'aluminium chaff jaillirent derrière l'appareil. Ces fibres étaient coupées à la longueur d'onde exacte requise pour le radar à bande X du Squatre 100. Pour le radar Gravestone, il sembla que le MiG avait explosé en un nuage de la taille d'un terrain de football. Mais le Tour M2 fonctionnait dans la bande K à 35 GHz, nécessitant des paillettes de longueur différentes. Le pilote actionna le second distributeur, libérant des fibres coupées à 4,3 mm. Il disposait ainsi d'une couverture sur plusieurs bandes radar, créant ce que les pilotes appellent un couloir de paillettes, un tunnel de faux échos où il pouvait se dissimuler. Le radar du Tour tenta de suivre mais le perdait constamment dans les échos de sol. Sa main gauche trouva l'interrupteur de la nacelle de guerre électronique ECM, la nacelle de brouillage SPS 140 et un second activa, générant de faux échos grâce au principe du range gate pull-off. Le système crée un faux appareil à l'heure électronique qui apparaît juste à côté de l'avion réel sur l'écran radar. Le brouilleur éloigne ensuite lentement ce faux signal plus puissant que le vrai. Le radar le suit automatiquement pensant qu'il traque l'appareil réel. Le MiG disparut dans le fouillis des échos de sol. L'opérateur du Tour poursuivait un fantôme, mais voler à 50 mètres d'altitude, c'était voler à haut risque. Une ligne électrique, une colline, inattendu un moment d'inattention, et il ferait partie du paysage. Le pilote devait rapidement reprendre de l'altitude, au risque de ce que les rapports d'accident appellent un vol contrôlé dans le terrain. Le point de largage était à 8 km. Ce qu'il devait faire devait être fait maintenant. Le pilote fit un choix qui lui aurait valu un échec en école de pilotage, mais qui pourrait le maintenir en vie au combat, créer le chaos. Si tout le monde lui tirait dessus en même temps, personne ne pouvait coordonner la défense.
À 4 km du point de largage minimum, les 60 secondes suivantes détermineraient le succès ou l'échec de cette mission. La jauge de carburant indiquait 2150 kg. Il restait assez de temps pour rentrer si tout se déroulait parfaitement. Mais au combat, quelque chose tourne toujours mal. À 6h40, le pilote fit quelque chose qui rendit fou tous les récepteurs de menaces dans l'est de l'Ukraine. Il alluma les postes combustion et tira droit vers le haut. Les deux moteurs RD-33 hurlèrent à poussée maximale, des flammes oranges s'étendant à 6 mètres derrière l'appareil. Il passa de l'invisibilité à un signal lumineux tel un phare en feu. Chaque opérateur radar dans un rayon de 80 km venait de recevoir leur cadeau de Noël en avance. Dans le véhicule de commandement du Squatre 100, les yeux de l'opérateur s'écarquillèrent alors que la cible passait d'un faible écho de sol à un contact montant très lumineux. La montée était vertigineuse, de 50 mètres à 5000 mètres en 18 secondes encaissant 4 G constants. Le corps du pilote voyait son poids multiplié par 4. Il était à la limite des G soutenus, échangeant sa conscience restante contre de l'altitude. Mais cette manœuvre, bien que folle, avait une logique. En montant à la verticale, il se rendait impossible à ignorer, mais aussi impossible à prédire. Le pilote ajouta un tonneau continu à la montée, s'élevant en spirale. Pour les opérateurs, SAM Surface-to-Air Missile, sa trajectoire, ressemblait à un serpent montant un escalier en colimaçon. Les calculateurs de conduite de tir sont conçus pour prédire des trajectoires balistiques, mais le tonneau signifiait des angles de vol constamment changeants. Le point d'interception prédit se déplaçait en cercle, ne restant jamais stable assez longtemps pour une solution de tir net. 3 radars de conduite de tir parvinrent à un verrouillage simultané. Le Squatre 100 au nord-est, le Buk M3 à l'est et le tenace Tour M2 au sud. Le RWR ne différenciait plus les menaces. Il hurlait. Le pilote réagit en passant en vol inversé au sommet de sa montée et en tirant sur le manche, créant une trajectoire semblable au dessin d'une boucle par un enfant. Aucun ordinateur ne l'avait prédit car aucun pilote sain d'esprit ne ferait cela. À 5000 mètres inversé, le nez pointant vers le sol, le pilote obtint enfin ce dont il avait besoin. La bombe Hammer pouvait atteindre la cible depuis cette position. Le système d'armes affichait vert sur tous les indicateurs. Cependant, il était centré dans 3 enveloppes d'engagement différentes, avec des missiles probablement déjà en vol. Le temps était à la décision largage ou annulation. Il n'y avait pas de juste milieu. Le pilote remit l'avion à plat et le stabilisa pendant exactement 2 secondes. Pendant ces 2 secondes, la séquence d'initialisation du Hammer se déroula à la vitesse électronique. Le GPS vérifia sa position. L'INES aligna ses accéléromètres. Le moteur fusée effectua un contrôle. L'autodirecteur infrarouge se calibra refroidissant à négatif 40 degrés Celsius avec de l'azote comprimé. L'ordinateur de vol chargea les coordonnées cibles et calcula la trajectoire optimale. L'ogive s'arma. Tout était au vert. Pendant ce temps, 2 missiles, Squatre 100 quittaient leur lanceur grimpant à 2000 mètres par seconde vers sa position. Ces missiles 48 NDM longs de 7,5 mètres accéléraient à 30 G. Chacun transportait une ogive de 180 kg, capable de détonner à proximité. Le temps d'interception était de 35 secondes. Face aux missiles entrants, il pressa le bouton de largage et sentit 250 kg d'ingénierie française se séparer de l'aluminium soviétique. Le MiG bondit soudainement plus léger et infiniment plus agile. Dès que l'arme fut libérée, le pilote passa en vol inversé et tira vers la terre avec toute la force que la cellule pouvait supporter. 9,5 G. La limite structurelle était atteinte. Il y eut un bruit dans la racine de l'aile gauche, un son que le pilote ignora. L'avion pliait mais ne cassait pas. La plongée l'emmena de 5000 mètres à 500 mètres en 8 secondes, accélérant au-delà de la vitesse du son. La transition Mach fut d'une violence extrême. Les indicateurs affichaient Mach 1,1 et continuaient de grimper. Les missiles Squatre 100 tentèrent de suivre mais ne purent s'adapter au changement de trajectoire. Ils visaient un point où l'avion aurait dû se trouver. Personne n'avait prédit une plongée supersonique vers la Terre. Les autodirecteurs des missiles perdirent le verrouillage alors que le MiG disparaissait sous leur angle de poursuite minimale. Les missiles poursuivirent leur vol balistique,
avant de s'autodétruire à 8000 mètres. Le moteur fusée du Hammer s'était allumé au moment même de la séparation, poussant la bombe vers le haut pendant que l'avion piquait. La bombe grimpa au-delà de 8000 mètres, échangeant la vitesse contre l'altitude en préparation de sa plongée terminale. Le pilote se stabilisa à 100 mètres, se faufilant entre les collines et utilisant le terrain pour masquer son échappée. La menace des missiles était derrière lui, mais le carburant devenait l'ennemi. La montée en post-combustion avait consommé 400 kg en 12 secondes. Le retour à la base était désormais un problème mathématique, sans marge d'erreur, voler parfaitement ou s'éjecter. Derrière lui, le Buck M3 tira sur le Hammer, le confondant avec l'avion. Le missile gaspilla son intercepteur d'$1 million sur une bombe qui ne pouvait pas s'écarter de sa trajectoire. C'était comme tirer sur une balle déjà en l'air. Satisfaisant mais inutile. Le barrage était à moins d'1 minute de découvrir pourquoi infrastructure civile et logistique militaire ne devaient pas coexister. En 30 secondes, le Hammer atteignit son point culminant à 8200 mètres et s'inclina pour sa plongée terminale. L'autodirecteur infrarouge s'activa, balayant le sol en longueur d'onde thermique. Le barrage apparaissait comme une ligne blanche brillante sur le bleu froid de l'eau. 8 heures d'ensoleillement avaient chauffé le béton à 35 degrés Celsius, tandis que l'eau restait à 15 degrés Celsius. Un différentiel thermique de 20 degrés, comme si quelqu'un avait peint la cible avec de la peinture thermique. Le calculateur analysa la forme, la comparant au gabarit préchargé. Structure linéaire confirmée. Gradient de température cohérent avec du béton confirmé. Position GPS dans les 10 mètres de la cible confirmée. La bombe effectua une correction de 1 degré, certaine d'avoir la bonne cible. La bombe accéléra, dépassant les 340 mètres par seconde. Les ailerons de contrôle effectuaient des micro-ajustements, chaque mouvement infime, changeant le point d'impact de quelques mètres. 2 systèmes de navigation indépendants s'accordaient sur le résultat, l'impact dans 10 secondes aux coordonnées exactes. À 8 km de là, l'opérateur du drone ukrainien observait la phase terminale de la frappe. Son doigt planait au-dessus du bouton d'enregistrement. Ces images seraient sur Telegram dans l'heure. Le barrage en contrebas semblait paisible, ignorant qu'il lui restait 7 secondes d'existence. La bombe Hammer frappa à 340 mètres par seconde, transportant une énergie cinétique massive. La fusée intelligente détecta le béton et déclencha les 89 kg d'explosifs en moins d'une milliseconde. L'onde de pression générée 300 000 livres par pouce carré réduisit le béton en poudre plus vite qu'il n'aurait pu se fissurer. L'onde de choc se propagea à 5000 mètres par seconde, provoquant l'explosion du côté opposé avant même que le côté de l'impact ne finisse de s'effondrer. La brèche s'élargit à 60 mètres dans la première minute, l'érosion minant la structure restante. Le point de traversée qui soutenait la logistique d'un bataillon depuis 3 mois cessa d'exister en moins de temps qu'une pause publicitaire. Les lignes de ravitaillement russes venaient de subir une extension de 47 km qu'elles n'avaient pas prévue.